l'honorable Samuel Mout fait dans la langue de bois. Oui, bien sûr, comme d'habitude. Parce que dans son raisonnement, il vous dit Ernest Ouandjé c'est un héros et après il vous dit c'est un bandit, mais il ne va pas utiliser le terme bandit. Moi j'ai décrit le terme bandit. Donc, je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas jouer avec les... Et puis il ne faut pas personnaliser les débats. Parce que, en fait, là, vous ce que vous avez à poser comme question, c'est quoi l'opportunité de la mise en avant de ce vous a fait l'opportunité sur cette question-là. Non, sur cette question-là. Sur cette question-là. Honorable, interrogez l'opportunité, interrogez les précédents et vous allez comprendre nos conclusions. Et quand vous demandez aux gens de laisser-passer, lorsque Valère Bessala a dit qu'il y avait un laisser-passer, pourquoi les promoteurs de ce statut de bandit de Ernest Ouandjé n'ont pas laissé passer cette déclaration de Valère Bessala? J'attends je dois me laisser passer. Duval Fangwa, je vais vous dire ce que j'en pense. Un individu inculte, il n'y a sans foi ni loi, c'est tristement distingué. Dimanche dernier, sur un plateau de télévision de ce pays, par une grosse dérive langagière à l'endroit d'un grand nationaliste camerounais qu'il a qualifié de grand bandit. Ce truffion de la jacquerie tribale et fiefé menteur ignore... Alors, mon nom, je vais qu'on revient maintenant sur le dernier sujet en rapport avec ces questions de mémoire. Alors, il y a, on a parcouru les unes des journaux cette semaine. D'ailleurs, même la presse internationale a fait écho, n'est-ce pas, de cette sortie faite par un homme politique sur un plateau de télévision et qui a traité Ernest Ouandjé de bandit, de grand bandit. Alors, la question est celle de savoir si, au regard des éléments qui sont développés par les historiens, on peut pas considérer ça comme une profanation quand même assez grave de la mémoire de quelqu'un qui est une figure historique, une figure de l'histoire du Cameroun et qui a d'ailleurs été réhabilité par une loi, la loi du 16 décembre 1991. Alors, Duval, je ne vais pas prendre la question par ce bout, c'est-à-dire engager un débat sur ce qui ne devrait pas faire l'objet d'un débat. Ernest Ouandjé est-il une figure historique? Oui ou non, je crois que c'est une question purement rhétorique, ou alors c'était la provocation pure et simple. Quelque part, je posais la question de savoir si on peut discuter sur le fait que Bonabéry se situe à Douala ou pas. Ou alors la question de savoir si Paul Biya s'appelle Paul Biya ou pas. Je crois qu'on ne discute pas sur des évidences. Et si on ne le fait pas, et qu'on le fait finalement, c'est parce qu'il y a un autre enjeu. Et c'est ce qui devrait normalement nous intéresser. Tout à l'heure, l'honorable Mout s'est fâché et tout. Vous savez, dans ma culture, je suis un étonne, les étonnes appellent les fesses, zout. Donc, ils ne mâchent pas trop les mots. Et il ne faut pas que nous mâchions aussi les mots sur des questions aussi cruciales, importantes, qui peuvent déboucher sur des choses graves comme les génocides. Aujourd'hui, le problème qui est posé, c'est même pas un problème. La communication autour de cette profanation vise une seule chose. La destruction d'un candidat par l'entremise de la disqualification de sa tribu, parce que dans l'imaginaire de ceux qui sont au pouvoir, ou alors de ceux qui pensent détenir le pouvoir tribal, il faut détruire les ennemis politiques, des adversaires politiques, en attaquant ou en détruisant leur base, leur tribu qu'ils estiment, qu'ils considèrent comme base électorale. Aujourd'hui, il y a un problème bamiléké qui se pose. Il faut qu'on se le dise, Duval Fangwa. Il y a un problème bamiléké qui se pose. Lorsqu'on attaque Ernest Ouandjé, ceux qui attaquent Ernest Ouandjé, vous croyez qu'ils ne savent pas que Ernest Ouandjé est un héros de l'indépendance du Cameroun? Vous croyez qu'ils sont vraiment convaincus en le disant? Non! Ils le disent de manière intentionnelle et stratégique pour prouver déjà que il n'y a jamais eu de héros de l'indépendance ou héros politique en pays bamiléké,
pour vous démontrer que les Bamileke ont toujours fait dans la falsification de l'histoire et créé leurs héros, pour vous faire savoir que ils sont des envahisseurs purs et simples, ils ont toujours tué, parce que la personne, l'auteur de cette boule puante vous parle d'une histoire qui a eu lieu, je crois, dans le Mongo et tout. Donc ce sont des constructions des cabinets noirs de l'ordre dominant qui visent à atteindre l'adversaire Kamto en attaquant sa communauté. Ni John Fundi a été victime de la même énémisation de sa communauté, ou alors la bouc émissérisation de sa communauté. Donc aujourd'hui, il faut que nous soyons assez honnêtes. Il faut que nous soyons assez rigoureux dans le langage, ne pas faire dans la langue de bois. Le problème de Wandie qui est posé aujourd'hui n'a rien à voir avec le fond qui est son statut de héros ou alors son statut de figure emblématique des luttes d'indépendance. Le problème aujourd'hui est celui d'attaquer la communauté de base de Maurice Kamto. C'est de ça qu'il s'agit, Duval. Alors il faut voir, il faut situer la chose dans son contexte. Le contexte est le contexte de Meyo, où il y a eu des événements. Le contexte est celui des jeunes gars qui ont envahi TikTok pour dire qu'ils vont couper les gens d'une communauté avec les machettes, le moment venu. Dans ce contexte, on vient jeter de manière publique, de manière ostentatoire, au vu et au su, de ceux-là qui sont des gardiens de la morale, les gardiens de l'État-nation, les gardiens même de l'éthique républicaine. Ils observent comment un individu ou des individus décident d'organiser un débat qui n'a pour seul fondement estimer que ces gars sont des faussaires, ils n'ont jamais eu un héros un jour. Et je crois que le système gouvernant, l'ordre dominant, qui pense être un ordre tribal, est en train de tirer les ficelles en back-office et compte tirer profit de cette situation. C'est-à-dire, on essaye de mettre en avant un récit totalement tronqué parce qu'on va atteindre un objectif spécifique. Je le dis, Duval Fangwa. Ces gars qui ont posé le problème du statut de bandit de Ernest Wandie ne sont pas eux-mêmes convaincus de ce qu'ils disent, mais ils sont tout simplement actionnés par le cabinet noir du renouveau qui est en train de préparer les élections présidentielles. Mais pourquoi vous en arrivez à cette conclusion ici? Lorsqu'on a écouté l'auteur de cette sortie, justement, il fondait son argument sur le fait que le Cameroun ait accédé à l'indépendance en 1960 et qu'on ne comprenait plus pourquoi, après l'accession à l'indépendance, certaines figures continuaient à mener une lutte pour une indépendance qui était justement leur objectif. Vous savez expliquer que, de ce point de vue-là, des gens qui continuent à mener des batailles à la suite de cette indépendance peuvent avoir d'autres dessins qui n'ont plus rien à voir avec des figures nationalistes. Et ça, c'est le raisonnement qu'ils ont fait. Même si cela a été démontré, même si cela a été présenté comme un argument. C'est un faux raisonnement, Duval. Moi, je ne voulais pas entrer dans ce débat, ma foi, qui est un non-lieu. La question est simple. Est-ce que lorsque une armée gouvernementale décide de mener des exactions sur le terrain, de tuer les ennemis, est-ce que c'est l'acte de tuer fait de cette armée gouvernementale un contingent de bandits? Le problème, c'est au niveau de la violence. La notion de la force légitime. La force légitime. Ça veut dire en situation d'oppression coloniale, en situation d'oppression néocoloniale face aux nationalistes qui a la force légitime. Ce sont les nationalistes qui ont la force légitime. Parce que même quand l'armée tue en situation de force légitime, ce ne sont pas des étrangers. L'armée camerounaise tue par exemple en zone anglophone et ceux qui sont tués, ce sont des Camerounais. Mais l'armée camerounaise est en situation de force légitime, c'est pourquoi on ne peut pas la traiter de bandit. Alors je pose une question simple, Duval. Entre l'armée coloniale, l'armée néocoloniale
et l'armée nationaliste qui est en situation de légitime défense. Dès qu'on trouve celui qui est en situation de légitime défense, on saura qui est finalement bandit dans cette affaire. Donc c'est pourquoi je ne voulais pas entrer dans ce débat académique ou ce débat intellectuellement sophistiqué en essayant de vous montrer là où se situe le problème. Le problème, c'est celui que j'ai pointé tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la préservation des intérêts à venir en octobre, il faut chercher à fragiliser un candidat à partir de sa communauté parce que dans leur imaginaire, les candidats sont supportés par leur communauté. Alors, et donc, il y a donc un ensemble de questionnements autour de cette sortie de ce compatriote en rapport avec la mémoire d'Ernest Ouandié. Est-ce que finalement, cela traduit l'ignorance? Ce personnage n'a aucune idée de l'histoire de notre pays parce qu'il faut rappeler que nous avons donné la parole à une UPCiste comme Ayete Kwe, qui a indiqué que ça traduisait une sorte d'ignorance, une sorte de manque de culture historique de la part de ce personnage-là. Vous en avez qui estiment que ça traduit justement une crise mémorielle de façon globale. Il y a une sorte de taboutisation de l'histoire de notre pays, notamment cette période trouble entre 1955 qui marque l'interdiction de l'Union des populations du Cameroun et 1971 lorsque disparaît le dernier véritable leader nationaliste UPCiste. Et vous avez également certains qui estiment, comme Alcine Mono, qu'il s'agit d'une construction, qu'il s'agit là, n'est-ce pas, des porte-paroles d'un cabinet noir qui sont dans une opération de manipulation à des fins de pouvoir politique. Duval Fangwa, je vais vous dire ce que j'en pense. Un individu inculte, ignare, sans foi ni loi, s'est tristement distingué. Dimanche dernier, sur un plateau de télévision de ce pays, par une grosse dérive langagière à l'endroit d'un grand nationaliste camerounais qu'il a qualifié de grand bandit. Ce truffion de la jacquerie tribale et fiefé menteur ignore que la loi numéro 91/022 du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun a été nommément cité. Il est cité, Ernest Ouandié a été cité dans cette loi. Parmi les figures annoncées dans ce texte. Aux côtés d'autres grands nationalistes, dont Ruben Oubniobé et Félix Roland Moumié, dont nous connaissons les rôles et les responsabilités à l'UPC, Union des populations du Cameroun. Nous tenons à dénoncer ce mépris grossier envers Ernest Ouandié et cette tentative de révisionnisme. Cette façon de travestir la vérité historique est grave et inacceptable. Grave, parce que cela questionne le patriotisme et le sentiment national chez certains compatriotes. Inacceptable, parce que cela remet sur la sellette le débat autour des questions mémorielles. À la suite de ce personnage ubuesque qui écume les plateaux de télévision pour distiller la haine et le rejet de l'autre, un ministre de la République s'est pratiquement lancé dans les mêmes errements. Sauf que il s'est pas à la suite ravisé. Il a fait un rétropédalage. Il a fait son mea culpa. Ce membre du gouvernement s'est rappelé que le président de la République qu'il a nommé reconnaît la place prépondérante des nationalistes camerounais dans la quête de l'indépendance véritable du Cameroun. Je voudrais dire également ceci. Dans une interview que nous a accordée, la figure emblématique du One Cameroun, qui était une association alliée à l'UPC, Ndé Toumaza, de regretter mémoire, qui était un grand acteur de l'UPC et qui a été très proche des leaders de l'UPC, notamment Ruben Oubniobé, Ernest Ouandié, Abel Kingé, a déclaré dans la Nouvelle Expression une grande interview en août 1991, je le cite. C'est idiot de croire que les UPCistes, c'est idiot
je le redis, c'est idiot de croire que les UPCistes brûlaient ou volaient les biens des gens qui les soutenaient. Fin de citation. Parce que, effectivement, il détaille dans cet entretien, Ndetoumasa, vous ne pouvez pas être UPCiste, vouloir le bien des Camerounais, lutter contre le colonisateur et détruire, voler les biens des planteurs qui vous soutiennent dans votre lutte contre le colon. Et voilà la bêtise qu'a voulu faire croire un homme politique dont je ne peux même pas citer le nom, parce que ce serait indécent et manquer de respect aux téléspectateurs qui nous écoutent. L'UPC a eu de grands leaders. L'UPC a des militants et sympathisants qui ont donné leur vie pour la nation. Ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Ernest Ouandjé a été jugé dans une parodie de procès. Et je rappelle qu'il n'a pas été arrêté. Il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. En août 70, il a été jugé. En décembre, en janvier 71. Et puis, il a été condamné à mort. Avec d'autres camarades, d'autres grands camarades. Et exécuté sur la place publique à Bafoussam le 15 janvier 1960. Avec deux de ses lieutenants. Foti Raphaël et Tabu Gabriel, alias Wambo le Courant. Et je rappelle que le jour de son exécution, il a refusé qu'on lui mette un bandage sur les yeux. Donc il affrontait face à face les soldats chargés de l'exécuter. Il avait toujours ce sourire. Il a dit, allez dire à mon épouse et à mes enfants que je n'ai pas trahi. Et c'est ainsi qu'il a été exécuté. Donc quelqu'un meurt ainsi. Pour son pays, a lutté pour l'indépendance et la réunification, a lutté pour l'indépendance véritable, parce que l'UPC n'a jamais considéré l'indépendance du Cameroun oriental du 1er janvier 1960 comme une indépendance. Moumié disait que c'est l'indépendance formelle. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à revendiquer notre souveraineté que nous n'avons pas, politiquement, économiquement et financièrement. L'honorable Samuel Mout, est-ce que vous comprenez le mutisme du pouvoir public? Est-ce que vous, en tant que député, vous vous sentez pas un tout petit peu embêté de voir que les lois que vous adoptez sont ainsi piétinées sur la place publique? Il y a une loi qui réhabilite certaines figures de l'histoire du Cameroun, et vous avez quelqu'un qui vient sur la place publique en modo vision remettre en question. Est-ce que cette loi-là n'est pas piétinée? Est-ce que ce n'est pas un problème? Qu'est-ce qui peut justifier que jusqu'ici, il y ait comme une sorte de silence, une sorte d'omerta sur ce qu'on peut considérer comme la profanation de la mémoire? J'ai bien peur pour la Constitution nationale que, apparemment, chacun de nous appelle de tous ses voeux sur le plateau. Parce que, à une réponse que nous considérons également comme étant une réponse condamnable, il y a des propos condamnables qui sont tenus aussi ou là avec une virulence qui, pour moi, n'a pas de lieu d'être. Il n'y a pas de mutisme de gouvernement. On considère que dans le gouvernement, on peut discuter d'un certain nombre de choses. C'est dans la discussion que jaillit une certaine, des opinions partagées. Il n'y a pas à jeter quelqu'un à l'hégémonie. Ce que je retiens de Ernest Ouandjé, c'est toujours cette photo-là qui a toujours circulé de ce grand monsieur sortant du tribunal, certainement mutilé, c'est très probablement celui qui l'a condamné, avec une démarche altière, les yeux rivés vers ce que je pourrais considérer comme étant son destin et qu'il a assumé jusqu'au bout. Cela s'arrête. Après maintenant, vous évoquez la loi de 1991. La loi, c'était pas la loi de béatification. Après maintenant, vous voulez tout remettre sous le contexte de la tribu. Je trouve ça totalement exécrable. Je peux vous assurer que je suis né après les années 60. Mon âge de naissance témoigne. Il porte notamment quelque chose d'un signe particulier qui est celui d'un timbre qui était à l'époque marqué timbre de la République française, entre parenthèses Cameroun. C'est-à-dire que je considère que c'était le volant de timbre qui était encore resté en stock dans l'arrière-pays et que l'on a collé, bien que ayant été indépendant depuis 1960, on continue à coller dans les actes. Je suis né avant, mais j'ai connu cette guerre. Et là, à la limite, je peux parler librement parce que je ne suis pas du Mungo. Et là également, ce n'est pas forcément le choc des cultures, des ethnies qui fait que pendant toute cette période-là dans ma région, la guerre a perduré. Mon jeune frère est né 3 ans plus tard que moi,
pendant qu'on fouillait la guerre. Cette guerre-là qui a été entretenue par des Camerounais, très probablement contre les Camerounais. Est-ce qu'on sait, on peut se le dire, sans toutefois que les gens montent sur de grands chevaux en disant, alors on a trahi la pensée de l'autre, on a insulté l'autre. C'est la vérité. Entre 1962 ou 1960 et 1971, 1969, je l'ai vécu de mes yeux, les Camerounais ont tué des Camerounais, on peut également se le dire, c'est toutefois qu'on rentre dans une espèce de tribu, on nous pose on se pose les uns contre les autres. C'est une réalité. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que dans une guérilla, des gens qui sont armés, et qui n'ont que pour seule retenue qu'une règle de morale qui traversait leur esprit, ne peuvent pas se sentir pour tout puissant à un moment donné. Il y a eu des exactions. Ce serait bien qu'on le reconnaisse également. Je ne suis pas Elie Bilobert. Je ne tuerai jamais ce mot pour pouvoir m'exprimer. Mais également faire cette œuvre de restitution des faits. Ce n'est pas ça le révisionnisme. Le révisionnisme, c'est de tordre les faits de l'histoire qui sont sacrés. Il est clair que notre armée, nos propres fils ont massacré des gens chinois. Et attendez, il faut être positif également dans ce qui concerne notre cheminement personnel. Je dois ma scolarité parce qu'en 1969, on a incendié les dernières cases du dernier campement dans lequel on était. Dernier campement dans lequel il n'y avait pas une école. Et le fait d'avoir été de guerpis, dans ces conditions-là que je suis en train d'évoquer, m'ont rapproché d'un centre dans lequel j'ai reçu une éducation. Je prends ça comme quelque chose de positif. Je ne rentrerai pas là dans les récriminations de ce qui s'est passé. Je considère que ça également, ça m'a sauvé la vie. Mais c'est notre passé commun. Après, maintenant, on crée un cadre dans lequel on discute de tout ça. Mais quand on dit qu'on discute de tout ça, il n'y aura pas de tabou. Je suis désolé. On dira qu'il y a telle chose qui s'est passée. Après, maintenant, on a canonisé, selon vous, un certain nombre de personnes. Je considère qu'on a dit... Pas selon nous, il y a une loi. Non, mais elle n'est pas canonique, cette loi-là. Ce n'est pas une loi de béatification. Et encore, il parlait tout à l'heure de la France. On reconnaît bien qu'ayant été un grand président de la République française, François Mitterrand a un passé de collabo. Et on le dit sans embâche, il y a des livres qui sont écrits sur ça. Et il n'a jamais été, personne n'a jamais été condamné pour ces faits-là. Ces relations avec Touvier sont connues. Touvier qui par la suite a été condamné pour également ces faits également de collabo. Pourquoi est-ce que vous nous mettons le feu là où effectivement il faut apaiser? Il y a une parole qui est partie, très bien. Elle est partie. Vous pensez que ça change quoi dans le destin d'Ernest Ouangé? Alors, lorsqu'on vous écoute, ça ne change absolument rien. Lorsqu'on vous écoute, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que la déclaration faite à savoir que ce héros est un bandit, vous la validez. Je ne le dirai pas parce que, écoutez, je ne parle pas comme ça, c'est pour ça que je suis en train de dire, je ne mettrai pas les paroles de quelqu'un d'autre dans ma bouche. Généralement, quand j'affirme, c'est un fait que j'ai vécu. En 1969, la case de mon papa était incendiée de la même façon que tous les cases qui étaient tout autour. Ça nous a poussé à aller. En 1965, j'ai mon jeune frère qui est né en courant, en fouillant ce qu'on appelait à l'époque les bandits. Mais en réalité, c'est des gens de la guérilla. C'est comme ça qu'on les percevait à cette période. Le dire ne serait pas remettre en cause les faits historiques. Ce ne serait pas remettre en cause les faits historiques. Après maintenant, dans le cadre du chemin qui est le nôtre, vérité et réconciliation, on s'est dit un certain nombre de choses. Après maintenant, on s'accorde sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que demain ou après-demain, il faudra que l'on trouve des ressorts pour continuer à vivre ensemble. Willy Menga a commencé très bien son propos. Après maintenant, il rentre dans un comparatif qu'a également que considéré comme étant indécent. Mais comme il est dans ce comparatif-là, je voudrais terminer là-dessus. Il s'est présenté tout à l'heure comme étant boulot. Je considère donc que sur le plateau, il y a quelqu'un au moins qui est dispensé de ce concours-là pour pouvoir devenir boulot. Il faut arrêter avec tout ça. Nous sommes dans une nation dans laquelle, effectivement, nous appelons de tout nouveau les croisements qui feront faire en sorte que demain ou après-demain, lorsqu'on va se trouver devant un individu, le nom ne signifiera rien du tout. Le patronyme ne signifiera rien du tout. On ne demandait pas là où il est né, d'où viennent ses parents et arrière-grands-parents. Écoutez, Duval Fangwa, je voudrais terminer. On a des noms comme ça qui renvoient. Vous avez entendu parler de la forêt de Bon? Le drame dans la forêt de Bon aujourd'hui, c'est que c'est ma communauté qui est concernée. Aujourd'hui, nous sommes sans terre. Parce que du fait de cette guerre d'indépendance, pas parce que les colons nous ont pourchassés, mais c'est parce qu'il y a un foyer de tension qu'on a créé à cet endroit qui a poussé qu'aujourd'hui, qu'on nous des guerres pistes. Nous luttons
Avec les armes républicaines, pourquoi nous poussons y repartir? Mais pour rien au monde, on s'entendra à quelqu'un pour pouvoir dire, encore que, tribu pour tribu, à l'intérieur de ces gens-là qui nous pourchassaient, il y avait le propre fils, c'est-à-dire que le fils même de ma propre communauté. Donc, il faut arrêter avec tout ça. Oui, rapidement, pour dire que, l'honorable Samuel Mout fait dans la langue de bois. Oui, bien sûr, comme d'habitude. Parce que, dans son raisonnement, il vous dit, Ernest Ouandjé, c'est un héros, et après, il vous dit c'est un bandit, mais il ne veut plus utiliser le terme bandit. Moi, j'ai décrit le terme bandit. Donc, je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas jouer avec les... Et puis, il ne faut pas personnaliser les débats. Parce que, en fait, là, ce que vous avez à poser comme question, c'est quoi l'opportunité de la mise en avant de ce statut de bandit. Sur ces questions-là, honorable, interrogez l'opportunité, interrogez les précédents, et vous allez comprendre nos conclusions. Et quand vous demandez un genre de laissez-passer, lorsque Valère Bessala dit qu'il y avait un laissez-passer, pourquoi les promoteurs de ce statut de bandit de Ernest Ouandjé n'ont pas laissé passer cette déclaration de Valère Bessala? J'ai entendu également que le laissez-passer était nous sommes tous matures. J'ai entendu également que ce laissez-passer je tiens à dire quelque chose là. Non, mais honorable Samuel Mout, vraiment, vous faites pitié. Très bien. Très bien. Moi, j'ai honte pour vous, pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Très bien. Personne n'a dit sur ce plateau ou eu l'intention de dire que on veut béatifier ou canoniser les grandes figures de l'histoire du Cameroun. Personne ne l'a dit. Mais vous avez dit ça au moins 2 fois. Que c'est pas une question de béatifier, il n'y a pas une loi pour béatifier ou pour canoniser qui que ce soit. Laissez-moi m'exprimer, honorable. C'est trop grave. Ce qui se passe, c'est grave. Je pourrais m'exprimer. Ce qui se passe, c'est très grave, honorable. Laissez-moi m'exprimer. S'il vous plaît, on va bien démarrer le débat. Permettons que cela s'achève normalement. Allez-y, le temps de réagir. Allez-y, Edmond. Parce que, sans le dire, effectivement, vous donnez l'impression qu'Ernest Ouandjé est un grand bandit. Vous l'avez pas dit tel quel, mais la manière dont vous vous êtes exprimé, la manière de banaliser une déclaration aussi grave que celle d'un compatriote qui ignore la loi.